Président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique. La Commission a souhaité procéder à une revue exhaustive de toutes les autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Vous vous exprimerez également aussi, cher monsieur, vous pouvez vous asseoir, hein. Vous exprimerez aussi donc en tant que vice-président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, puisque M. Jean Gaermenk, président de celle-ci, a démissionné récemment, si nos informations sont exactes. Alors, l'ACNAC a pour fonction d'examiner un appel les décisions des commissions départementales d'aménagement commercial, les CDAC. Ça, c'est des symboles qu'on connaît bien, nous, les élus locaux, hein. Je les vois là tous, on sait de quoi on parle. Celles-ci sont compétentes pour toutes les créations ou extensions d'un commerce de plus de 1000 m² de surface de vente, et tout ça est extrêmement sensible. L'ACNAC a été qualifiée d'AAI par l'étude du Conseil d'État de 2001. Voilà. La Commission nationale d'aménagement cinématographique, elle examine les recours exercés à l'encontre des commissions départementales d'aménagement commercial qui délivrent l'autorisation préalable à la réalisation des projets ayant pour objet la création ou l'extension d'établissements de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et au-delà d'un certain seuil de place. Elle a été créée par la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Je pense, là encore, que les raisons de ce choix doivent être examinées avec attention, évidemment. Comme la loi le permet, votre audition va faire l'objet d'un compte-rendu publié dans le compte-rendu détaillé des réunions des commissions, qui est diffusé en version papier et sur le site internet du Sénat. Par ailleurs, votre audition est ouverte au public et à la presse et fera l'objet d'une captation vidéo. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. Donc je vais vous inviter tour à tour à prêter serment. Donc M. Michel Valdiguier, M. Nicolas Lerman, M. Bernard Rosenfard, M. Buzidon, non, je le dis bien, et M. Bertinet. Alors, l'un après l'autre, vous allez prêter serment, dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Eh bien, je vous remercie. Et selon l'usage, je vous propose de nous faire part de vos observations pendant une dizaine de minutes. Hein, et ensuite, si vous êtes d'accord, hein, si vous voulez faire un petit point, mais il vaut mieux qu'il soit court, et laisser à notre rapporteur le soin de vous poser ces questions, et ensuite à nos collègues, bien évidemment, qui se chargeront eux aussi de compléter tout cela. Je vous donne la parole, Monsieur le Président. Ça sera peut-être même moins de 10 minutes, parce que ce que je voulais simplement dire liminairement, c'est rappeler un petit peu le contexte dans lequel se situe la CNAC aujourd'hui. D'abord, un peu d'historique, mais bref. C'était la loi Royer, la première fois, qui n'avait qu'un rôle consultatif, qui était la première instance pour l'aménagement commercial et urbanistique. Ensuite, la loi Sapin, en 1993, qui a créé la CNEC, équipement commercial, devenue CNAC en 2001. En 2008. Et la loi de modernisation de l'économie, LME, a introduit des innovations importantes, puisqu'elle a prévu le passage obligatoire en commission alors de 300 à 1000 m². Bon, ça c'était plutôt un point un peu positif, mais elle a ajouté la possibilité d'exercice de recours tiers. Le recours tiers, c'est-à-dire le plus souvent, nous en reparlerons certainement, de concurrents qui pratiquent des manœuvres, des procédures dilatoires pour retarder les autorisations ou les refus. C'était même ouvert aux associations et même aux riverains, quelqu'un qui pouvait être gêné par le bruit dans le voisinage. Et puis, cette commission a connu une sorte de remise en question au moment en 2014, puisque dans la nouvelle loi, les deux nouvelles lois, la loi Allure puis la loi Pinel, se sont traduites par le vote d'une loi conjointe qui s'appelle la loi ACTPE, artisanat, commerce et très petites entreprises, je parle sous le contrôle des responsables.
et qui a prévu plusieurs nouveautés, cette loi. D'abord, elle a maintenu la CNAC, elle l'a confirmé, la CNAC commerciale. Elle a séparé, elle a introduit dans la loi la CNAC Cinéma, mais qui a pris une certaine indépendance. Et je vous remercie d'avoir accepté d'entendre et d'avoir la présence des représentants de la CNAC Cinéma, parce qu'elle a quand même des critères d'appréciation différents. Elle dépend plutôt des règles de la culture, alors que la CNAC est plutôt, évidemment, du côté de Bercy et du commerce. Elle a introduit, cette loi, une nouvelle composition. Bon, ça, évidemment, c'est un aspect important qui remonte à peine 2 mois, puisque la composition était composée de 8 membres, qui étaient essentiellement des hauts fonctionnaires, pour 6 d'entre eux, Cour des comptes, Inspection des finances et conseiller d'État, qui étaient de droit président, et puis 2 représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le représentant du Sénat était Monsieur Yves Dauge, que certains d'entre vous ont peut-être connu et qui a apporté une contribution tout à fait active à la commission. Donc cette nouveauté aussi de la loi, elle a prévu que la présidence n'était pas automatiquement exercée par le Conseil d'État, enfin n'était pas automatiquement, n'était pas de droit exercé par le Conseil d'État, mais par une élection qui se déroulerait le jour de la première réunion de la nouvelle commission, avec les nouveaux membres. Bon, ça c'est un système que les élus de la République connaissent bien, et donc c'est ce qui s'est passé le 26 mars, donc c'est ainsi que j'ai été choisi par mes collègues pour être président de cette commission. Elle a ensuite, la loi de juin 2014, introduit une nouveauté, c'est que les recours ne s'exercent plus, les recours sur les décisions de la commission ne s'exercent plus devant le Conseil d'État, mais devant les cours administratives, ce qui est également une innovation importante. Et puis, enfin, et peut-être pas surtout, mais enfin, elle a introduit le principe d'un dépôt conjoint du permis de construire en même temps que l'autorisation d'exploitation commerciale. Pardon, l'autorisation d'exploitation commerciale et le permis de construire font l'objet d'un dossier conjoint. C'est-à-dire que nous instruisons, le service instructeur examine ces dossiers qui seront présentés, alors dans un souci de simplification, dans un souci de vérité aussi également, un dossier qui est maintenant conjoint, autorisation d'exploitation commerciale et permis de construire. Alors, ce qui amène aussi nos collègues, les représentants du ministère de l'équipement, du développement durable, de l'urbanisme, à avoir une certaine influence un peu plus grande qu'auparavant sur l'aménagement urbanistique, sur l'insertion paysagère, les qualités architecturales, etc. Donc voilà, si vous voulez, les principales innovations. Un mot sur la CNAC Cinéma, je me tourne vers mes collègues. Bon, j'en ai été le vice-président, d'ailleurs j'en suis toujours le vice-président, officiant comme président tant qu'il n'y a pas de représentant du Conseil d'État nommé, puisque la loi prévoit, et nos collègues de la culture ont choisi de maintenir l'ancienne formule, l'ancien système de présidence. Il n'y a pas de... C'est la loi, c'est le législateur qui en a décidé ainsi. Et donc j'ai pensé que, bon, comme il n'était pas actuellement encore complètement indépendants ou autonomes, ils font encore partie d'une grande CNAC, c'était peut-être une bonne idée de les avoir présents à cette commission. Je dirais un mot des critères qui sont un peu différents de ceux de la commission d'urbanisme commercial, donc qui concernent surtout la diversité cinématographique, qui concerne le respect des cinémas, enfin, l'art et essai, le cinéma de création, donc qui sont assez différents des nôtres. Mais en résumé, je dirais quand même, pour terminer ce court préambule, que, à mes yeux, bon, en répondant à vos questions, j'essaierai de le démontrer, cette commission, qui est complètement indéterminée du point de vue de sa structure, institutionnellement un peu floue quand même, bon, elle a été reconnue autorité administrative indépendante,
par le Conseil d'État. Je pense qu'elle a une indépendance réelle, mais elle n'a pas de structuration formelle. Elle n'a pas de budget, elle n'a pas de personnel, elle ne peut pas agir par elle-même directement, en dehors des séances tous les 15 jours que tient la Commission pour examiner les dossiers et prendre ses décisions. Mais je pense qu'elle joue un rôle utile, et j'irai jusqu'à dire essentiel, de mission de service public pour apprécier, modifier éventuellement des décisions prises au niveau local qui n'auraient pas respecté les critères de la loi, puisque c'est principalement et essentiellement, évidemment, sur ces critères que nous nous fondons pour prendre nos décisions. Elle prend un nouveau départ, puisqu'elle a à peine 2 mois dans sa nouvelle composition, tout en ayant un acquis, évidemment. Certains des membres sont plus anciens. J'étais moi-même là depuis 3 ans, donc j'avais exercé pendant 1 an les fonctions de président par intérim, en remplacement du président qui était en fin de mandat, en fin de mission, parfois absent. Mais je pense qu'elle est prête à prendre un nouveau départ, en tout cas je terminerai là-dessus, pour affirmer sa légitimité, c'est important, c'est même essentiel, et son indépendance au service de l'intérêt général. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Comme nous sommes tous des élus locaux, nous connaissons bien votre commission nationale, pour l'avoir souvent fréquentée. Ce qui fut parfois un plaisir, parfois un déplaisir, mais ça, c'est bien naturel. Moi, j'aurais plusieurs questions. D'abord, considérez-vous que le statut d'autorité administrative indépendante a un sens pour une commission comme la vôtre? Comme je le disais, il n'a pas de sens au point de vue structurel ou moyen propre. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas de moyens. Mais il a un sens au niveau de... Pardon, les moyens. Vous n'avez pas de moyens? Non, il n'a pas de moyens directement. Et vous êtes logé où? Mais il a quand même une indépendance de décision, une capacité d'indépendance de décision très forte. Ça, je peux en porter témoignage, je suis sous serment. Nous ne suivons pas toujours les remarques des avis du commissaire du gouvernement qui intervient en dernier, après l'audition des élus, après l'audition des requérants, et puis l'audition des porteurs de projet. Et je dois dire que la commission, on procède par vote individuel, à main levée, à la fin des débats, est absolument libre et n'a jamais subi de pression, en tout cas à ma connaissance, n'a jamais subi de pression de la part du ministère ou de qui que ce soit pour voter dans le sens du commissaire du gouvernement. Donc ça, c'est une manifestation, je pense que c'est une indépendance, alors qui tenait, dans un premier temps, je pense à la qualité, au sens du service public des hauts fonctionnaires qui l'a composé. Bon, on a quand même la faiblesse d'avoir ce sentiment pour la plupart, même pour la grande majorité des fonctionnaires de la République, évidemment des hauts fonctionnaires, donc inspection des finances, Conseil d'État, Cour des comptes, inspection générale d'équipement. Je crois que ça, alors tous les élus, comme vous l'avez souligné en préambule, n'appréciaient pas les décisions, bien qu'ils ont toujours apprécié d'être auditionnés. D'ailleurs, nous nous employons, je m'emploie personnellement à ce qu'ils aient le temps de pouvoir exprimer leur point de vue. Et nous essayons d'élargir le champ des questions pour essayer de comprendre la politique d'urbanistique ou d'aménagement global de la ville. Parfois, ils reviennent, d'ailleurs, après avoir apporté un certain nombre de modifications structurelles à leur dossier. Parce qu'ils n'ont pas le choix de faire autrement. On peut changer, et il arrive que la commission change d'avis. Mais bon, l'indépendance, elle tient, je veux dire, alors je ne sais pas si c'est un mot vraiment français, à la dédication de ses membres. Enfin, je sais que c'est un mot anglais, mais ces membres sont motivés, sont vraiment, même je dirais que les anciens hauts fonctionnaires dont je parlais, mais également les nouveaux élus, qui sont les nouveaux représentants des élus, Association des maires de France, représentants des conseils régionaux, des départements de France et puis des communautés urbaines,
Ils sont là depuis 3 mois. Je peux témoigner de l'intérêt et de la capacité des compétences qu'ils apportent dans les débats. Moi, ce qui m'étonne, je coupe un tout petit peu la parole au rapporteur, c'est pourquoi ce n'est pas le contentieux classique. On a une CDAC qui intervient, donc locale. Un des protagonistes n'est pas d'accord avec la décision. Pourquoi il ne porterait pas ça devant un contentieux administratif, judiciaire, classique? Pourquoi une commission nationale? Qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport au sérieux, à l'indépendance d'un examen judiciaire? Je suis volontiers provocatrice, hein, Monsieur le Président. C'est mon rôle. Je n'ai évidemment pas à minimiser l'importance des autorités judiciaires, effectivement. J'imagine que l'objectif était d'essayer de créer une sorte d'étape arbitrale ou de jugement avant de passer à la procédure judiciaire. Parce qu'il y a quand même de plus en plus de judiciarisation. Nous avons de plus en plus d'avocats dans nos auditions. Ce ne sont pas des instances juridictionnelles. Ce n'est pas une politique, une instance contradictoire, comme vous le savez, mais il y a de plus en plus d'avocats qui représentent non seulement les porteurs de projets, les grandes enseignes, mais également parfois les élus, les maires. Les maires. Alors, bon, pourquoi le ferait-on mieux que la justice? Là, je ne peux pas dire. Peut-être qu'on est plus rapide quand même. Alors, je voudrais répondre à vous. Ah ben si, quand même, parce que nous sommes tenus d'examiner les décisions dans un délai de 4 mois. Et nous rendons les quand il faut pas jugements motivés avec des considérants. Ça, je pense quand même que c'est une réponse à Madame la Présidente. Je pense que les dossiers sont quand même examinés plus rapidement. Alors ensuite, rien ne les empêche d'aller devant ils y vont toujours, les cours administratives. Et parfois, ils ne s'en privent pas bien souvent, d'ailleurs. Oui. Non, mais la question de Madame la Présidente, je pense qu'elle ne vous surprend pas. Hein, on se demande vraiment, alors d'abord, pourquoi vous êtes autorité administrative indépendante? Ça, c'est une... je ne vois pas le... Pourquoi? Bon, vous n'avez pas un budget indépendant. Vous êtes logé où? Dans les locaux ministériels? Ben, on tient nos réunions. Oui, tout. 2 fois par mois. Tout à fait d'accord. Hein. Et effectivement, bon, il y a des décisions au niveau départemental. Et le fait de passer devant la Commission nationale, vous dites que ça va plus vite que la justice. Sauf que la justice, dès que le dossier est important, elle est systématiquement saisie. Quand il n'y a pas à recommencer une procédure, parce qu'il y a eu une erreur de procédure découlant de la Commission. Donc, la vraie question... pour nous, elle est là, c'est-à-dire quelle est la plus-value apportée par, en fait, puisque nous, on nous parle souvent du millefeuille territorial. Et là, on peut se demander s'il n'y a pas un millefeuille quasi-juridictionnel. Parce que vous savez bien, mieux que nous, qu'on est face à quoi? Dans le domaine dont vous vous occupez, on est face à une guerre essentiellement une guerre entre grandes enseignes. Bon. Avec certaines d'entre elles qui systématiquement font des recours. Systématiquement. Bon. Donc ça fait une étape de plus, et puis ensuite un contentieux de plus. Bon. Donc effectivement, il est légitime de se poser la question. Au moment où le mot simplification est à la mode, on se demande si la simplification... on est devant une commission d'enquête, si la simplification ne serait pas de supprimer la commission nationale. Alors certes, hein, ça ferait... Monsieur le rapporteur, cette question appartient au législateur. Je pense qu'il se l'est sérieusement posée il y a quelques mois. Ma réponse va vous surprendre, mais cette commission, malgré ses moyens très faibles, et peut-être à cause de ses moyens très faibles, ce qui lui donne finalement une grande indépendance, elle a une ambition forte à certains égards, de façon à essayer de rectifier certaines anomalies architecturales, d'aménagement urbain. On a un certain nombre de critères de la dernière loi qui nous permettent effectivement d'apprécier en fonction de l'aménagement du territoire, du développement durable, la protection des consommateurs. Et nous ne nous en privons pas.
Nous avons le souci ou l'ambition, c'est vrai, oui, de faire preuve de pédagogie vis-à-vis de certaines structures commerciales qui sont toujours les mêmes, posées dans le territoire à l'identique, quel que soit l'environnement paysager ou quelquefois l'environnement culturel. Nous sommes chargés maintenant d'être un observatoire des données, parce que personne ne connaît vraiment beaucoup dans ce pays, et je ne pense pas que ce serait les tribunaux qui pourraient le faire, hein, les tribunaux administratifs qui pourraient le faire. Nous sommes maintenant chargés, alors on va voir avec quels moyens et avec quelles difficultés et comment nous pourrons remplir cette mission, mais d'avoir une observation un peu plus précise de la situation des implantations commerciales globales sur l'ensemble du territoire. Donc on a cette qualité, puisque maintenant ce sont les cours administratifs d'appel qui vont trancher, d'avoir une vision un peu homogène sur l'ensemble du territoire, tout en respectant, comme je vous le disais à l'instant, les particularismes ou les spécificités architecturales. Donc, je pense que on a quand même cette volonté, en tout cas, alors je ne sais pas si c'est une ambition, mais on a cette volonté d'orienter dans un sens plus raisonnable, peut-être plus esthétique, mais c'est très subjectif, je le reconnais, on ne peut pas uniquement se fonder là-dessus, l'aménagement paysager de notre territoire national, éviter certaines, je le dis, certaines aberrations, parce que parfois quand même, il y a des autorisations qui sont données sans souci de l'environnement ou des perspectives, des choses de ce style-là. Bon, mais on pourrait, alors effectivement, il a pu être imaginé qu'on pourrait faire différemment, hein, mais jusqu'à maintenant, le législateur a considéré qu'on devait continuer à exister. Je pense que cette autorité de régulation a sa raison d'être, elle a sa mission, et nous allons nous employer à faire évoluer d'ailleurs cette ambition dans les domaines dont je vous parlais à l'instant. Monsieur le rapporteur, vous prenez la parole ou je peux la donner à Gérard Cornu? Allez-y, Alors, Gérard Cornu d'abord. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous avez rappelé un petit peu la genèse de cette commission. C'est presque finalement été décidé il y a pratiquement un demi-siècle, hein, quand même, presque. Les temps, et c'est vrai que quand on a créé tout cela, c'était en fait pour protéger le développement anarchique vis-à-vis du petit commerce, le développement anarchique des grandes surfaces. Hein, c'était ça au départ. Mais depuis un demi-siècle, les choses ont quand même un petit peu changé. Et maintenant, les documents d'urbanisme où on incite fortement et même pratiquement obligatoirement maintenant à la constitution des SCOT, des schémas de cohérence territoriale, avec des PLU compatibles par rapport aux SCOT, c'est-à-dire donc une réflexion forte de l'aménagement du territoire dans des secteurs bien déterminés, avec une réflexion des élus, avec une participation des chambres de commerce, des métiers, d'agriculture, enfin les services bien sûr de l'État. Donc une réflexion forte et une préoccupation avec des PDU, des plans des déplacements urbains, des PLH, l'habitat, à l'époque le DAC, maintenant ça s'appelle le DAC, voilà, document d'aménagement commercial. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à partir du moment où on a créé ces outils-là, que finalement la commission, et d'ailleurs peut-être même aussi la CDAC, est inutile et que finalement il y a des documents d'urbanisme qui s'imposent aux uns et aux autres avec une réflexion globale qui n'est plus une réflexion d'opportunité puisque c'est une réflexion, comme vous le disiez tout à l'heure, au niveau paysager, au niveau de l'aménagement de l'espace, des transports, etc. Et que finalement, ces commissions, une fois qu'on aura créé des SCOT partout, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas, eh bien que votre commission sera finalement inutile. Alors, je suis provocateur, hein, bien sûr. Hein, en tout cas, qu'on ait moins besoin de le faire remonter au niveau national. Mais enfin, bon, là, pour l'instant, on est au niveau national, mais bien sûr que la question pourra se poser au niveau départemental. Toi, tu vas même plus loin. Oui, je vais plus loin parce que j'ai tendance à faire confiance aux élus locaux.
qui veulent aménager leur territoire. Et comme il n'y aura pas l'opportunité, parce qu'au départ, il n'y avait pas tous ces documents d'urbanisme, qui fait que finalement, il y avait des opportunités avec une pression forte de ceux qui voulaient construire, aménager des grandes surfaces, et les élus locaux avaient du mal à lutter. Alors que maintenant, à partir du moment où ce n'est plus de l'opportunité, mais c'est un aménagement global du territoire, franchement, je ne vois pas l'intérêt de ces commissions. D'autant plus que, moi j'ai le souvenir, alors comme le disait le rapporteur tout à l'heure, on a des bons ou des mauvais souvenirs. Vous n'étiez pas encore président ni membre, mais moi j'ai un très très mauvais souvenir où on a, contre l'avis de l'ensemble des élus locaux, on a autorisé une grande surface sans se donner la préoccupation des transports, etc. Et maintenant c'est aux élus locaux de se débrouiller. Il faut un giratoire pour le contribuable, c'est bien, tout ça, mais ça n'a pas été décidé par les élus locaux. Ça a été décidé par la CNAC après des recours, etc. Mais finalement, la grande surface a eu raison de l'ensemble des élus locaux. C'était le pot de terre contre le pot de fer. Et puis maintenant, c'est à nous de nous débrouiller parce que ce qu'on avait dit pour les transports, ce qu'on avait dit pour le logement, eh bien, ça se vérifie. Et maintenant, la balle est dans notre camp, nous, élus locaux, alors qu'on a été désavoués au niveau national. Il est clair qu'on ne va pas partir sur des cas particuliers, mais c'est vrai que la question posée par mon collègue est intéressante quand même. Il y a une évolution législative sur ces documents d'urbanisme qui est incontestable. Et vraiment, l'idée de remonter tout ça au niveau national, cette question se pose aujourd'hui. Franchement. Surtout que la plupart du temps, ça arrive à ce que vous soyez effectivement beaucoup plus permissif. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais en tout cas, c'est le ressenti des élus, plus permissif que les décisions locales. Vous êtes plutôt dans ce... D'abord, toutes les décisions locales des CDAC ne viennent pas jusqu'à nous. Heureusement. Bon. Nous ne sommes pas forcément plus permissifs, puisque en 2013, je crois, la moitié des mètres carrés qui étaient soumis à notre approbation ont été refusés. Et puis, je voudrais répondre à monsieur le sénateur, mais à la fin, heureusement, il a parlé des CDAC, parce que quand vous parlez d'inutilité, j'allais vous répondre, mais vous en avez parlé vous-même des CDAC, à condition que les CDAC remplissent elles-mêmes parfaitement toutes leurs missions, qu'elles appliquent les textes qu'elles ont votés, comme pour tout le territoire, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas partout de SCOT. Le SCOT, ils ne sont pas toujours très précis. On est amené à respecter l'esprit, etc. Donc, si vous voulez, notre utilité, je pense qu'elle est encore là. Si les CDAC, ou peut-être un jour les régions, remplissaient parfaitement leur rôle en appliquant stricto sensu, toutes les règles qu'elles se sont elles-mêmes données, qui est très démocratique, vous avez raison, avec précision. Bon, effectivement, à ce moment-là, on pourrait imaginer qu'on n'ait plus une très grande utilité. Mais ça n'est pas le cas. Je pense que c'est encore loin d'être le cas, en tout cas au vu des dossiers que nous examinons et qui sont instruits par la Commission. Parce qu'il y a quand même des trous dans les législations locales, dans les contrats locaux. Bon. Alors, on va donner la parole à Jean-Louis Touraine qui l'a demandé. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Président. On a peut-être un peu simplifié tout à l'heure en précisant que c'était souvent des contentieux ou des conflits entre de grandes sociétés. Je pense que la plupart des conflits, ce n'est pas entre des grandes sociétés, c'est souvent entre des métropoles ou des grandes villes et le secteur rural qui l'environne. Et nous savons bien que la CDAC ne peut pas avoir d'objectivité tant la représentation des villes et des métropoles est importante. Et par conséquent, des enjeux locaux qui ne sont pas des enjeux commerciaux d'aménagement du territoire, mais parfois des enjeux de prééminence ou de primauté, interfèrent beaucoup dans les décisions de la CDAC. Alors, qu'est-ce qui nous resterait s'il fallait faire appel et que l'on soit condamné à aller jusqu'au tribunal administratif? On aurait un instrument qui mettrait beaucoup plus de temps, mais qui ne ferait que dire le droit, qui regarderait c'est possible, c'est pas possible. Alors que la CDAC a cette liberté d'appréciation qui lui permet de dire effectivement ça s'inscrit dans le paysage, il y a une volonté d'aménagement local, de préservation de l'environnement, il y a une nécessité en termes d'équilibre entre la ville et la campagne qui rend, enfin tout au moins utile. Je ne suis pas un partisan acharné, je ne me suis pas fait de religion quant à l'audition des autorités administratives indépendantes. Je ne sais pas encore quel est le sens de ma réflexion, mais
En ce qui concerne la CNAC, moi je suis très favorable à son maintien parce qu'elle a cette capacité, son libre arbitre, elle a cette possibilité de comprendre les enjeux loin du théâtre des opérations, ce qui lui permet d'avoir cette objectivité et de saisir bien l'intérêt. Par contre, j'ai une question qui serait quelle est votre liberté ou votre marge de manœuvre? Est-ce que vous êtes obligé d'appliquer l'ensemble de la philosophie que l'État, le gouvernement décide, ou bien est-ce que vous pouvez transgresser un certain nombre de réglementations, de transgresser la législation simplement parce que vous avez le sentiment que telle décision obéirait mieux à l'esprit et tout au moins de ce que vous voulez défendre? Et j'ajoute que c'est le seul cas d'ailleurs où on a un vote de la part des participants, ce qui n'est pas le cas du tribunal administratif où c'est... Il y a un vote aussi. Oui, non, mais avec ce que ça peut représenter, ici aussi, c'était la comparaison avec le tribunal administratif qui n'aurait pas cette latitude. Bien, merci. Oui, effectivement, sur cette intervention, je ne peux que l'approuver. Effectivement, nous avons un rôle plus large qu'un tribunal qui dit le droit, qu'un tribunal administratif qui dit le droit plus large. Ceci dit, sur la dernière question, nous ne pouvons pas faire... Ça. Si vous avez une latitude telle que vous pouvez dire autre chose que le droit, ça m'inquiète quand même un peu, quand même, hein, parce que, attendez, c'est quand même la question aujourd'hui. Pourquoi vous apporteriez plus? Un tribunal, lui, il pourrait dire quelles sont les règles d'urbanisme, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Qu'est-ce que quelle est votre plus-value là par rapport au tribunal? Pourquoi vous pouvez faire quelque chose que le tribunal ne pourrait pas faire? Parce que c'est ça quand même le sujet, hein, Jean-Louis, c'est quand même ça le sujet. Il est quand même... Bien, par exemple... poussé à nous le dire. D'accord. Par exemple, nous examinons les relations qui peuvent être nouées entre le commerce centre-ville, notamment dans des petits bourgs ou dans des bourgs même parfois plus importants, hein, qui perdent beaucoup de leur vitalité commerciale dans le centre. On essaie d'examiner la complémentarité qui peut exister entre les nouvelles implantations commerciales et le centre-ville. Et ça arrive parfois qu'ils arrivent à imaginer des relations complémentaires. Deuxièmement, nous essayons maintenant de plus en plus de prendre en compte les friches commerciales qui sont créées par un transfert, parce que nous avons beaucoup de transferts aussi d'emplacements, parce qu'ils se trouvent subitement mieux placés par rapport à la desserte routière ou à la desserte par transport en commun. Mais parfois, on ne tient pas beaucoup compte de l'emplacement ancien ou de la friche ancienne. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Ce que je veux dire, ce sont deux exemples qui montrent que on a une capacité d'interrogation des personnes auditionnées qui est assez large, mais au moment de la décision, de la décision et de la motivation de notre décision, évidemment, nous restons dans les règles et dans les contraintes qui nous sont fixées par les critères de la loi. C'est-à-dire, maintenant, il y a une douzaine de critères qui sont sous 3 rubriques: aménagement du territoire, développement durable, protection des consommateurs. Et donc, nous nous situons le plus possible, et même complètement, à l'intérieur de ce cadre. C'est dire, par exemple, pour répondre à monsieur le sénateur, si un dossier ou une grande enseigne a véritablement tous les critères qui sont prévus par la loi, qui ont été prévus par la loi, complètement couvert. Au nom de quoi pourrions-nous ou aurions-nous le droit de refuser de refuser un tel dossier si tout est couvert complètement? A contrario, lorsqu'il n'y a qu'un aspect qui semble un peu négligé, c'est vrai qu'on hésite, et puis on souhaite qu'il y en ait davantage, qu'il y ait plusieurs critères qui soient pas complètement remplis ou pas complètement assumés. Donc, si vous voulez, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que nous avons une capacité, non pas d'investigation, j'hésite à employer ce mot, mais de questionnement, notamment des élus, sur leur politique urbanistique, sur leur volonté, et encore une fois, sans nous mettre à leur place ou sans critiquer quoi que ce soit. Nous respectons évidemment la liberté des élus. Vis-à-vis des promoteurs aussi, nous leur demandons... s'ils font ce qu'ils font, s'ils font ce qui est nécessaire pour respecter. Il y a parfois des zones qui sont inondables.
Alors dans ces cas-là, nous prenons aussi un certain nombre de précautions, comme l'ont fait les services préfectoraux le plus souvent, mais on insiste pour savoir si toutes les précautions, toutes les mesures sont prises. Donc notre champ d'appréciation est finalement assez large, mais notre champ de décision, lui, il se circonscrit quand même très précisément aux critères qui sont prévus par la loi. Monsieur le rapporteur. Oui, je ne veux pas en rajouter à ce niveau-là, mais bon, vous êtes une instance à caractère décisionnel, sous possibilité de recours devant les juridictions administratives. Vous avez d'ailleurs un représentant de l'État qui s'exprime, que vous ne suivez pas toujours, vous nous l'avez dit. Non, mais ce n'est pas du tout une critique. Il en est de même dans les juridictions administratives. C'est exactement le même fonctionnement. Et vous devez appliquer, comme des juridictions, les orientations définies par la loi. Donc à ce niveau-là, la situation est strictement la même. Bon, donc effectivement, on peut considérer, mais on peut avoir tort, mais d'aucuns peuvent considérer que c'est un étage de plus. Et nous savons bien que dans notre pays, le temps qui est perdu en matière de développement économique par rapport à nos voisins, il ne se rattrape pas. Bon. Donc, de ce côté-là, nos questions, en tout cas, me paraissent fondées. Et puis, je redis, et je n'ai pas tout à fait, même pas du tout le même avis que mon excellent collègue, que c'est quand même essentiellement une guerre entre grandes enseignes. Bon. Et nous l'avons tous vécu d'une manière ou d'une autre, parce que sinon, ça ne dure pas des années et des années. Bon. Ceci étant, j'aurais des questions d'ordre plus général. On retrouve dans nombre d'autorités administratives indépendantes, Monsieur le Président, des représentants du Conseil d'État, de la Cour des comptes, qui sont tous d'éminents représentants de grands serviteurs de l'État, mais on les retrouve dans la plupart des autorités administratives indépendantes. Et nous, élus, dont certains ont considéré qu'il fallait que nous ne cumulions rien. Quand je lis les curriculum vitae des membres de nombre d'autorités administratives indépendantes, je me rends compte que beaucoup sont des surhommes. Car ils siègent dans quantité de comités, de conseils, voire d'autres autorités administratives indépendantes. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, je pense que, en ce qui me concerne, je suis à la retraite. Je vais même préciser quand même. C'est pas un critère définitif. Parce mais il y a des retraites très. Non, mais je vais vous dire. En citer, Monsieur le rapporteur, ce sont les textes législatifs qui prévoient le plus souvent la présence de membres de ces grands corps dans beaucoup d'organismes. Peut-être trop d'ailleurs. Je vous suivrai là-dessus. Certains de ces organismes ne servent pas à grand-chose. Je ne veux pas citer, mais moi je suis membre, parce que personne d'autre à la Cour ne voulait y aller, d'un certain nombre d'organismes disciplinaires ou de professions judiciaires, où vraiment on pourrait s'en passer, disons. Oui. Oui, mais parfois il n'y a pas beaucoup de candidats non plus. Alors, et comme c'est la loi qui... Alors, c'est pour ça que ça explique parfois un cumul. Bon. Non, mais ce que... Moi je pense, que ceux qui sont candidats à ces postes, ils le font parce qu'ils sont motivés, par goût d'intérêt public ou d'intérêt général, je suppose. Bon, c'est toujours difficile de donner des exemples personnels, mais puisque vous parlez de moi j'étais pendant 20 ans dans le secteur privé, puis j'ai fait l'ENA à 3e mois et je suis rentré dans le secteur public. Parce que j'avais le goût de ça. Non, mais je considère que je suis sur la sellette et c'est normal. Bon, je ne peux pas parler pour les autres non plus, donc je ne connais pas leur motivation. Peut-être devrait-on mettre des limites au cumul vertical ou au cumul horizontal. Je vous rejoindrai assez volontiers là-dessus. Il y en a même pour les administrateurs des sociétés maintenant, donc... Oui. Voilà, il y a un nombre de mandats quand même limité. Donc ça serait assez logique quand même. Bon, moi j'ajouterais, mais
je pense qu'il faudrait qu'il y ait davantage de représentants provinciaux dans ces instances. Mais je ne veux pas en dire plus. Il ne faut pas quand même que ça soit trop parisien. Voilà. Très bien. Ça va faire plaisir à quelques collègues. Je ne sais pas si ça fera plaisir, en tout cas, mais je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement parce que la vision de Paris, disons, n'est pas quand même tout à fait la même. Il y a aussi pas mal de Français, 7 Français, 8 Français sur 10 qui vivent en province. On n'a pas vu beaucoup d'AI décentralisés, hein? On n'a pas vu beaucoup. Pardon, non. Des autorités administratives indépendantes décentralisées. C'est une bonne idée, C'est Madame vrai. la Présidente. J'en ai pas vu. Bon, il ne faudrait pas donner l'idée aux nouveaux conseils régionaux de créer des autorités administratives Oui, ils y indépendantes. arriveront bien par tout région, seuls, parce tels qu'ils sont mais bon. composés eux aussi. Pierre-Yves avait demandé la parole et je Oui, redonne à ouais, monsieur le rapporteur. Je voudrais revenir sur la nature des décisions que vous rendez. Ce sont quand même aussi des décisions politiques au sens noble du terme. Je veux dire, bon, c'est des décisions en opportunité, vous posez le pour et le contre, enfin, etc. Et l'aspect juridique, bon, intervient bien, mais bon, ce qu'impose la loi, c'est quand même très général. Développement durable, qu'est-ce qui n'est pas durable aujourd'hui? Enfin, je parle des projets. Respect de l'environnement, la défense du consommateur, enfin, tout ça, c'est tellement vague qu'on peut, sans trop chercher, valider des projets si par ailleurs on a l'impression que ça correspond à quelque chose. Mais précisément, ça rejoint un peu la question de mon collègue. Dans la mesure où il y a déjà tous ces documents, il y a déjà toutes ces décisions, etc., pourquoi tout simplement ça ne serait pas une instance locale ou les élus locaux qui prendraient la décision, puisqu'en fait c'est l'opportunité qui... Le seul problème qui pourrait se poser, c'est que les élus n'aient pas respecté la législation. C'est un peu ça notre interrogation. Sans remettre en cause le travail qui est fait et que vous essayez de faire au mieux pour donner un avis. Alors il y a les guerres entre les enseignes, mais il y a aussi les guerres entre les communes. Hein. Pour aller dans le sens de... Oui, c'est la même question, mais essayer d'arbitrer. Est-ce que finalement c'est à vous à arbitrer entre la communauté de communes de machin et la communauté surtout de communes que le SCOT le fait d'à côté pour l'implantation, je sais pas, d'un village de marque ou quelque chose comme ça. Moi, je viens de vivre un SCOT. Sans remettre en cause votre action. De le réviser. Je peux vous dire, on a fait pour la première fois un document d'aménagement commercial, ça n'existait pas avant. C'est d'ailleurs ça qui motive les recours d'ailleurs actuels. Mais vraiment, là, c'est précis sur les sites commerciaux possibles ou pas possibles. Maintenant, c'est tout dans le SCOT et je ne vois pas quelle autorité peut venir derrière dire « Ah ben non, là, vous en avez trop, vous ne pouvez pas, etc. » Si on a un SCOT approuvé, tout est indiqué dedans. Hein, vraiment là-dessus, maintenant, c'est d'une précision sur l'aspect commercial qui n'existait pas avant. Notamment certains SCOT, si vous voulez, ils emploient des termes qui ne sont pas extraordinairement précis. Alors, ils parlent parfois de plus de 1000 mètres carrés ou de ceci. Parfois, ils ne prennent pas en compte de la spécificité culturelle. Bon, on n'a pas beaucoup parlé du CDAC Cinéma, mais si on voulait laisser... Bon, d'accord, mais si on voulait laisser les sociétés s'installer où elles voudraient, où elles veulent, c'est vrai que ça désorganiserait complètement le... Mais pour répondre à monsieur le sénateur... Nous, 90% des dossiers proposés en CDAC sont acceptés. Alors, moi, je suis ancien élu local, et je respecte beaucoup les élus locaux. Je veux bien qu'ils aient 90% de fois raison. D'ailleurs, parfois, dans les 10% qui restent, ce sont des refus que nous sommes amenés à réexaminer parce qu'ils ont refusé un peu à tort, un peu exagérément. Ils n'ont pas tenu compte des critères de la loi. Donc, évidemment qu'on pourrait, dans l'absolu, Madame la Présidente, en termes de droit idéal, si je puis dire effectivement, si les règles sont posées clairement, et si tout le monde les respecte, il n'y a pas de raison. Mais connaissant les hommes et leur nature, connaissant les conflits, mais les conflits publics, nous pouvons nous poser avec des critères objectifs d'aménagement de zones commerciales, de zones de chalandise.
Si, quand même. Je ne dis pas qu'on a toujours raison, mais on peut quand même avoir, nous, ce recul nécessaire parfois. Je ne conteste pas la qualité de votre travail. Vous avez effectivement un certain détachement qui permet peut-être un peu plus d'objectivité. Mais à la limite, si le pouvoir, c'est le pouvoir des élus, y compris de faire des erreurs, pourquoi ils ne le font pas? Cette mise... Non mais attendez, parce qu'il n'y a que les élus qui sont mis sous surveillance. Si on mettait un peu l'État sous surveillance, voire certains tribunaux, on aurait peut-être des surprises. Bon, donc voilà, c'est un peu ça. Étant entendu, encore une fois, que personnellement, on peut avoir de bons ou de mauvais souvenirs, mais c'est pas du tout une remise en cause du fait que vous essayez de faire au mieux et justement de tenir compte de multicritères et qui sont pas forcément sur le même plan, enfin, etc. Ce sont des décisions qui engagent l'avenir et qui sont compliquées. Ça, mais c'est un peu sur le plan des principes, si vous voulez. Voilà, c'est pourquoi ça se passe comme ça. Ceci dit, bon, vous faites au mieux avec ce qu'on vous demande de faire, hein, c'est sûr. Là aussi, sur le raisonnement, on ne peut pas vous donner tort, mais si vous voulez, le principe, c'est quand même la liberté d'implantation commerciale, économique. Hein. Nous, on l'a présent, non, mais on l'a présent à l'esprit. Tous les SCOT ne le respectent pas d'ailleurs, parce qu'ils attribuent. Bon, mais bon, nous, on en prend. Voilà, non, c'est pas là. Mais comment dire? Une partie du débat consiste à dire pourquoi vous existez, vous servez à rien. Moi encore une fois, je n'ai pas à dire, je dis le contraire, bien sûr, mais c'est quand même la loi, il y a à peine 3 mois qui viennent de nous confirmer. Et nous sommes prêts à repartir avec enthousiasme et avec volonté, avec le désir d'agir dans l'intérêt général. Bon, voilà, oh là, monsieur le rapporteur. Quelqu'un on vient d'auditionner la CRE. Je vois quelqu'un qui est en même temps président du comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE, membre titulaire de la commission des infractions fiscales et membre suppléant de la commission nationale d'aménagement commercial. Et je peux en décliner un paquet. Bon. Je pense que tout cela n'est plus guère raisonnable. Bon. Mais vous avez parlé pour la Commission nationale d'aménagement commercial. Il y a aussi la Commission nationale d'aménagement cinématographique. L'existence, alors on ne va pas revenir sur l'existence de la Commission nationale d'aménagement commercial, mais l'existence des 2 autorités administratives indépendantes vous paraît-elle justifiée? Formellement, il n'y en a qu'une, puisque à ma connaissance, dans les 39, j'ai regardé la liste, ou les 40 autorités administratives indépendantes, il y a le médiateur du cinéma, mais il n'y a pas la CNAC Cinéma. Donc, pour l'instant, elle vit à l'intérieur d'une CNAC en ayant une autonomie et des critères d'appréciation qui sont différents et qui dépendent du ministère de la Culture et des aspects culturels. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Il y avait enfin, moi, je dirais qu'à ce jour, ce n'est pas une autorité administrative indépendante. Il n'y en a qu'une. C'est pour ça que nous avons échangé et que mes collègues ont souhaité... Vous considérez que c'est une section de la Cour? Une section, non, j'oserais pas dire ça, mais il y avait un point commun, c'était la présidence commune. Oui. Bon, là maintenant ça n'existe plus puisque c'est toujours un conseiller d'État qui doit être président. Et un autre point commun, c'est que certains membres de la CNAC, comme Yves Dauge, moi-même, Alain Baudon, inspecteur des finances, étaient ou sont membres de la CNAC Cinéma. Un certain nombre de critères, de critères de desserte en transport en commun, de flux, tout ça s'applique en commun. Mais tout de même, moi, pour l'avoir vécu, les critères sont différents, très différents, et sont des critères de diversité culturelle, de préservation du cinéma de première, d'art et d'essai, enfin, toutes ces salles, ces petites salles, etc. Et c'est vrai qu'on s'appuie dans les décisions sur ces critères-là. Ils ont une direction régionale
d'action culturelle dans chaque région, au moins, ou dans chaque département, en tout cas dans chaque région, qui donne des avis sur les dossiers. Bon, mais pour répondre à votre question... Alors, ils sont quoi, selon vous? Comment? Cette commission concernant l'aménagement cinématographique, ils sont quoi s'ils ne sont pas autorités administratives indépendantes? Ils le sont puisqu'ils font partie, pour l'instant, de notre... enfin, je sais pas... vous permettez que je réponde? Ah, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. À ce stade, purement juridiquement, le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur la nature de l'autorité administrative indépendante ou pas sur la CNAC siégeant en matière cinématographique. Néanmoins, au regard de la jurisprudence qui a permis de qualifier la Commission nationale d'aménagement commercial comme une autorité indépendante, je pense qu'il n'y a pas de doute sur la nature d'autorité indépendante pour la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Après, la composition de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est quand même très différente. C'est-à-dire qu'on a trois membres qui ont une réelle expertise de la diffusion et de l'exploitation cinématographique, qui sont des membres nommés directement ou indirectement par le ministère de la Culture. Et sur ce point, on se différencie quand même de manière assez notable de la Commission nationale d'aménagement commercial. Au surplus, les critères et un des critères principaux et qu'on tend à faire prévaloir sur l'autre, c'est le critère de l'apport d'un projet à la diversité de l'offre cinématographique existante sur une zone. Et là, par rapport à ce qui a pu être dit auparavant sur les SCOT sont souvent lacunaires ou défaillants sur cet aspect-là. Voilà. Donc du coup, on n'a pas d'expertise locale très poussée sur la complémentarité entre deux équipements, et l'échelon national est pour nous indispensable pour avoir une expertise sur la programmation, la complémentarité des programmations, voilà, cinématographiques qui sont proposées sur une zone d'influence cinématographique. Donc vous considérez que c'est une autorité administrative indépendante? Oui, en tout cas dans le fonctionnement, on sépare les fonctions d'instruction des fonctions de décision, qui est un des critères aussi pour caractériser la nature d'une autorité administrative indépendante. Donc, tout comme l'aménagement commercial. Donc oui, enfin nous, on n'a pas de doute, même si, encore une fois, juridiquement, le Conseil d'État n'a jamais eu à se prononcer sur ce point-là pour qualifier expressément cette Commission nationale d'autorité indépendante. Madame la Présidente, c'est moi qui ai pris l'initiative de soulever le sujet, parce que je trouvais, étant dans les deux, que c'était bien qu'ils puissent s'exprimer, voilà. Mais après... Mais voyez, on vient de regarder là, le classement dans le rapport Gélard, notre collègue Gélard. Les deux instances figuraient comme deux autorités administratives indépendantes, mais dans les J-France, par exemple, le cinéma n'y est pas. Oui. Figure pas. Voilà, donc... Oui. Ça montre bien qu'il y a clarification. Il y a un flou. Ce sont des autorités administratives non identifiées. Il y a des objets volants. Je n'aurais pas osé le dire, mais je... Hein, il y a aussi des autorités non identifiées. Non. En espérant que ce ne sont pas des ovnis administratifs. Bien. Moi, j'ai pas d'autres questions. Chers collègues, pas d'autres questions. Bien, il me faut vous remercier, Monsieur le Président. Je voudrais juste dire que on est encore dans l'ancien règlement intérieur. On n'avait pas beaucoup mis l'accent sur les conflits d'intérêts et les dangers potentiels de ce côté-là auxquels cette commission ou ses membres pourraient être exposés. Donc, c'est encore tôt, mais nous avons projeté de rédiger, d'ailleurs ça a été fait en CDAC Cinéma, un règlement intérieur qui met vraiment les points sur les i de ce côté-là, notamment vis-à-vis des élus, ou même d'anciens élus comme moi. Je m'interdis par exemple de prendre part au vote ou au débat quand il
il y a un dossier qui concerne ma ville ou la ville où j'ai été élu pendant plusieurs années, même s'il y a pas mal d'années déjà. Mais voilà, donc je crois que là, on va, en dehors des questionnaires qui ont été transmis, de déclarations d'intérêt qui ont été transmis, évidemment, et dont nous allons nous assurer qu'ils ont bien été transmis, parce que là aussi, chacun les envoie, mais on n'a pas de retour, on ne sait pas si tout le monde a pu remplir à ce jour encore. Donc on va s'assurer que cela a été fait, et puis on va mettre un règlement intérieur qui précise un certain nombre de choses, qui précise que que les membres ne sont pas habilités à prendre contact directement, soit à commenter les décisions, bien sûr, de la commission, ou à prendre contact directement avec les parties prenantes. Enfin bon, nous avons vraiment conscience de la nécessité de prendre un règlement intérieur qui permette de cadrer ce genre de Surtout que vous n'avez pas de personnel. Il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de... Ah mais non, nous, on n'a rien, Voilà, mais c'est la donc, force, c'est notre liberté, voilà, mais notre c'est votre indépendance. liberté. Et Mais- ça veut dire quand même que c'est un Alors, fonctionnement... vous êtes les ça seuls, vaut, hein, non, mais que- ça vaut quand même pour le personnel aussi. Mais là, c'est le ministère des Finances, hein, c'est Oui. un bureau... Ça vaut pour le personnel. Mais nous, Mais je il n'y a parle pas pour du les membres. Alors, il y a du personnel qui est mis à disposition par les finances, par Bercy, par... Oui, vous pouvez... non, le service, il est mis... Oui, Oui. il y a un bureau au sein de mon service, bureau d'aménagement commercial, constitué de 16 ou 17 personnes, enfin 17 sièges, mais il y a des 16 personnes présentes. Et ceux qui font l'instruction... Le ils ne font rapport, pas- l'instruction mais du dossier. Ils font d'autres choses, c'est-à-dire qu'ils vont également répondre aux sollicitations du ministre sur toutes les questions portant à l'aménagement commercial. Donc, L'indépendance. c'est effectivement des personnes au sein du service. C'est bien d'apporter ce sujet, parce que moi, Ouais. quand j'entendais il n'y a pas de personnel, hein, bon, il y a bien un secrétaire général, me semble-t-il. Il y a un secret. Il n'y a pas de personnel dédié au sens où il n'a pas d'autorité. Le président n'a pas d'autorité hiérarchique sur Non, le c'est personnel. du Il fait partie personnel. d'un bureau au sein d'une D'accord. administration. Voilà. Il y a un secrétaire général de la commission. Ben, le secrétaire de la commission, c'est M. Rosenfarm, et c'est le chef de ce bureau, de ce Non, mais service. D'accord, mais donc, vous êtes sous l'autorité de qui? De la DGE. De la... Oui, alors, monsieur le rapporteur, donc je suis le secrétaire de la CNAC Commerce et en même temps chef du bureau de l'aménagement commercial. Donc c'est un bureau de 17 membres, mais qui n'a pas que des fonctions d'instruction des dossiers de la CNAC. C'est-à-dire qu'en plus, nous sommes chargés de l'élaboration des textes législatifs. Donc toutes les lois ACTPE et autres, on a aussi un rôle du bureau d'administration centrale, la rédaction des notes pour le cabinet, des amendements, de la loi, du décret d'application. On est aussi, je veux dire, on répond à toutes les questions des secrétariats de CDAC que nous recevons par une boîte fonctionnelle. Nous sommes bien d'accord. Et donc, et aussi, on instruit les dossiers de la CNAC. Donc voilà. D'accord, mais vous êtes dépendant vous êtes des agents de l'État. Et c'est là qu'on voit les Non, limites de l'exercice. La si question, vous- elle est précise, moi Voilà, je le sais. Vous c'est êtes ça. des agents de l'État. Ça ne remet pas en question Bon. la manière dont vous travaillez. On est sur les Donc, mais principes. ce qui veut dire très clairement, parce qu'on l'a vécu, que vous instruisez les dossiers. Donc où est l'indépendance Alors là moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais vous instruisez les dossiers. Je ne veux pas dire que les excellents membres de la Commission nationale ne sont pas indépendants, ne sont pas libres. Il n'en reste pas moins qu'ils travaillent sur des dossiers qui sont préparés par l'État, par les agents de l'État, qu'il y a aussi dans la Commission qui est auditionnée l'équivalent d'un rapporteur public de l'État. Donc, bon. Non, mais c'est tout. Et si vous considérez que vous êtes des autorités administratives indépendantes, moi je vous laisse la responsabilité de vos propos. Nous, on ne remet pas en cause, alors quand soyons très clairs, votre façon de travailler, etc., votre sérieux, etc., mais reconnaissez avec nous quand même que vu de l'extérieur, on ne comprend rien, quoi. Pourquoi avoir fait une autorité administrative indépendante sur cette opération-là? On a vu tous les aboutissants. Et ensuite, faire travailler du personnel, du ministère. Mais où est le... Madame la Présidente. Ça n'a pas de Madame la sens. Présidente, vous avez... Mais d'abord, c'est pas nous qui nous sommes Non, mais c'est déclarés. pas vous. Non, mais encore une fois, non, mais vous je mettez pas du précise, tout c'est en le cause. Conseil d'État qui a jugé Oui, que... mais Bon, je crois vraiment que d'abord, Bon. il y a une complexité. mais quand même, je à la voudrais chose dire qui sur n'apporte rien. l'instruction, c'est un vrai sujet. Et c'est même parfois une occasion de friction, disons-le, parce que on veut avoir accès à un certain nombre de pièces par l'intermédiaire du service et de documents. Bon, c'est maintenant très dématérialisé, donc, parce que pour éviter les
les énormes dossiers et la paperasse, mais on souhaite avoir accès à un maximum d'éléments qui nous permettent de juger en notre âme et vous n'avez pas de conscience. bureau. En toute indépendance, j'hésite à le dire, mais en grande indépendance maximale. Je ne doute aucunement de votre indépendance et de votre intégrité. Je dis simplement que ce type de fonctionnement est très révélateur de ce qui se passe. Très révélateur. Mais c'est tout à fait clair. Enfin, comment dire, là, on ne peut que... Mais c'est notre État. Renvoyer la responsabilité sur le législateur, je peux aussi l'entendre. Vous savez, l'indemnisation des membres, elle est très faible, vous l'avez dans le dossier, et du président. Elle date de 1993. C'est pas très normal non plus. C'est pas un signe ou d'indépendance ou d'autorité des différents responsables. Mais bon, on vit avec ça, et en même temps, cette liberté, puisqu'on n'a rien, on n'a aucun avantage, elle nous donne une force, voilà, une grande force, et finalement peut-être une certaine indépendance. Merci en tout cas d'avoir répondu très sincèrement à nos questions. Merci beaucoup.